Tout d'abord, merci à tous d'être venus m'écouter ce soir. Alors malheureusement, je dois commencer un petit peu cette conférence en vous présentant mes excuses, notamment surtout en fait, aux gens qui ont lu le programme, parce qu'il était dit que voilà, j'allais vous raconter la vie de Clermont et mon enquête à son sujet. Et voilà, ça a changé. Bon, alors vite fait, effectivement, la performance s'appelle ça va changer. Mais ça, voilà, c'est une phrase que disait souvent Clermont, puisqu'elle était botaniste. Et voilà, elle regardait les plantes pousser, évidemment. Et donc, ça changeait tout le temps. Alors, voilà, ce soir, ça a changé, mais pour des raisons absolument différentes qui n'ont évidemment rien à voir avec les plantes. Donc, bon, je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Et voilà, j'espère que vous allez comprendre. Alors, quelques petites choses. Donc, ça va durer environ 40 minutes, donc 45. Voilà, il y a ici le chauffage, c'est une grosse soufflerie. Donc, en fait, on l'a éteint. Donc, la température va baisser. Voilà. Donc, on va tout de suite rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Donc, voilà. Bon. L'enquête sur Clermont commence quand même avec ce tableau. Donc, c'est un tableau d'Émile Friant. Et voilà, il a peint Clermont. Donc, c'est elle. Et voilà, c'est toute l'époque de l'école de Nancy. Donc, c'était quand même il y a longtemps. Et alors, voilà, moi, évidemment, pour ce soir, pour la conférence, j'ai voulu aller chercher d'autres images d'elle, d'autres représentations. Donc, je suis partie au musée d'Orsay, finalement, puisque là-bas, il y a énormément de tableaux d'Émile Friant et qu'Émile Friant a peint Clermont à plusieurs reprises. Je vais vous montrer les images que j'ai faites là-bas, mais malheureusement, c'est à ce moment-là que les choses ont commencé un petit peu à basculer de manière assez inattendue. Et bon, j'ai commencé évidemment à tourner, je vais vous montrer les images. Donc il faut bien regarder la femme en bleu derrière la vitrine. Parce que voilà, j'ai commencé donc à tourner et j'ai pas. Enfin, je ne sais pas vraiment ce qui m'est arrivé, mais j'ai commencé à la suivre, quoi. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Je l'ai prise en filature, alors bon, j'étais en train de faire une enquête, c'est pas totalement incohérent. Et puis il m'a semblé aussi, évidemment, après coup, je me suis dit, en fait, ce qui m'a perturbée, c'est qu'il m'a semblé qu'elle aussi, elle était en train de mener une enquête. Donc, on sent bien ce qu'elle fait. Tableau, cartel, elle photographie chaque tableau, chaque cartel du musée. Tableau, cartel, voilà. Bon, moi j'étais en train de faire une enquête. J'ai tout de suite, immédiatement, commencé à me demander finalement pourquoi fait-elle ça. On sent bien même sa fille, donc c'est sa fille en blanc, enfin c'est ce que j'ai deviné. Essaye de la détourner un petit peu, même de lui parler tout simplement, et ça ne marche pas. Sa mère est vraiment prise dans quelque chose de très fort. Et voilà, alors, la première hypothèse que j'ai formulée finalement est assez simple. Je me suis dit, voilà, c'est un geste d'amour, tout simplement. Elle voit tous ces tableaux-là autour d'elle, elle les trouve tous beaux, et elle les veut, quoi. Elle les veut pour elle. Donc elle leur dit, elle les photographie, venez ici, venez les petits tableaux, venez dans mon appareil, on va rentrer chez moi. Et voilà, bon, c'est la première chose que je me suis dite finalement. Et en même temps, bon, j'observais un petit peu les gens autour, j'essayais évidemment de comprendre la situation. Et là, il m'est apparu quelque chose de beaucoup plus logique finalement. C'est que, voilà, bon, si on regarde bien les autres, ils sont un petit peu mous, un peu nonchalants, quoi. C'est un peu facile aussi de regarder les tableaux. Et je la voyais, elle, là, engagée dans son truc. Je me disais,
c'est un geste créatif. Elle photographie, elle se confronte à armes égales avec les artistes qui eux-mêmes ont fait un geste artistique. Hein. Et voilà. On sent qu'elle est prise, quoi. Elle est vraiment en train de faire un geste artistique, quoi. Bon, voilà. C'était un petit peu la première... c'est une conclusion intermédiaire hein, que j'ai tirée, mais voilà, j'étais face à une artiste, ce qui n'était quand même pas rien, voilà. Bon. Alors, j'ai continué à la suivre, et là, bon, malheureusement, à un moment donné, ou peut-être, franchement, je ne sais pas vraiment, mais elle a photographié un tableau, quoi, et puis alors moi, je la filmais, donc j'ai aussi filmé le tableau, et voilà, je suis tombée un petit peu en extase hein, face à ce tableau. Ça m'a arrêtée. À ce moment-là, bon, j'étais paralysée d'une certaine manière par ce que je voyais. Alors, d'une part, j'ai senti qu'elle m'échappait. Hein, elle a continué à photographier des tableaux. Et moi, bon, j'étais bloquée. Et voilà, pour me débloquer, finalement, j'ai décidé... enfin, non, je n'ai pas vraiment décidé d'ailleurs sur le moment. C'était plutôt... j'ai utilisé directement sa technique, quoi. Hein. Donc, j'ai sorti mon téléphone, j'ai photographié le tableau et le cartel. Hein. Donc, j'ai fait vraiment comme elle, tableau, cartel, tableau, cartel, tableau. Voilà. Et là, bon, ça m'a débloqué et ça m'a permis de comprendre aussi ce qui m'avait un petit peu bloqué. Et d'ailleurs, c'est assez simple à comprendre, c'est probablement voilà, le titre hein, sur le cartel. La vérité. Et voilà. Quand on fait une enquête, la vérité, c'est exactement ce qu'on cherche, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on cherche à obtenir. Voilà, moi, au bout de 10 minutes, j'étais face à la vérité. C'était normal que je m'arrête. Donc voilà, j'étais bon. Face à ce tableau, alors, la vérité, donc j'avais cette femme nue là, avec cet enfant nu aussi, hein, qui la regarde, et voilà, un petit peu en position de selfie. J'ai directement finalement pensé à mon enquête et à la conférence que j'allais devoir faire. Et je me rendais compte que bon, ça n'allait pas être facile. Hein. Alors ça a pris un bout de temps, je pense, parce que finalement, à ce moment-là, bon, il y a un gardien qui est venu me chercher pour me sortir, quoi. Ils m'ont dit que le musée fermait. Donc, je suis rentrée chez moi, hein, évidemment sans image de Clermont. Donc j'ai continué à chercher des informations sur ce tableau. Alors la première chose qui s'est passée, c'est que j'ai évidemment trouvé une meilleure image du tableau sur Internet. Donc, il s'avère que c'est une représentation de la vérité sortant du puits. Hein. Donc, alors c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'elle était sur un puits. Je n'avais pas vu dans le puits. Donc, la vérité sortant du puits. J'ai commencé un petit peu à chercher hein, pour comprendre. Et là, je suis tombée directement, évidemment, sur Démocrite, hein, en fait, c'est lui qui parle de ça. Hein. Donc, peut-être juste vite fait, je vais faire un petit aparté sur Démocrite, parce que c'est quand même un mec assez intéressant et on n'en parle jamais. Donc, j'ai aussi une image de lui. Donc, c'était déjà, il était toujours... donc, j'ai aussi un tableau, un Démocrite 400 ans avant Jésus-Christ, donc vieux, hein, vraiment, même avant Platon. Platon, c'est un petit peu le début de la philosophie. Hein, donc, Démocrite, bon, c'était aussi un penseur, un philosophe. Donc, bon, je me suis dit, il a fait de la philosophie avant la philosophie. C'est déjà quelque chose. Alors, c'est lui, hein, on sent bien le philosophe. Alors, il est toujours représenté, toujours. C'est vraiment lui. Hein. Et c'était un mec heureux. Il riait beaucoup. Hein. D'ailleurs,
bon, on considérait qu'il était un petit peu fou. Peut-être ça l'a un peu sauvé aussi, hein, parce qu'il a aussi un petit peu fait de la science avant la science, puisque c'était le premier à avoir parlé d'atomes. 400 ans avant Jésus-Christ, bien avant qu'on découvre les atomes. Hein. Il a dit comme ça, la matière autour de nous, elle est peut-être... pourquoi elle ne serait pas constituée de toutes petites particules qu'on appellerait des atomes, hein, puisque dans atome, ça veut dire qu'on ne peut pas couper. Donc ça, c'était Démocrite. Alors, voilà, donc c'est Démocrite, c'est lui, il a aussi dit cette phrase, hein, voilà. En réalité, nous ne savons rien, puisque la vérité se cache au fond du puits. Bon, ça avançait bien mon enquête, mais en même temps, évidemment, ça ne me disait toujours pas pourquoi la vérité est au fond du puits. Hein, au fond du puits. Bon, bah, c'est nul le fond d'un puits. Et là, bon, j'ai continué à chercher évidemment, et là je suis tombée sur une histoire toute simple en fait. Il y a beaucoup de choses là-dessus, mais là maintenant ce soir, je vais vite vous raconter encore une petite légende hein, qui permet de comprendre finalement pourquoi la vérité se cache au fond du puits. Donc, c'est une petite histoire, ça se passe dans la forêt, hein, donc j'ai mis une histoire là. Donc c'est l'histoire du mensonge et de la vérité qui se rencontrent dans la forêt, tout simplement. Je vais boire un peu d'eau parce que... Je vais essayer de vous le faire bien. Donc, le mensonge, hein, la vérité. Bon, la vérité marche dans la forêt, elle tombe sur le mensonge. Le mensonge dit bonjour, bonjour. La vérité, bonjour. Alors, bon, le mensonge, quelle belle journée, n'est-ce pas? La vérité, bon, il doit en fait finalement tout vérifier, hein, parce que sinon, elle est plus elle-même d'une certaine manière. Hein, donc, elle regarde. Elle sent bien, il fait beau. Bon, ça dure moins longtemps, hein, mais elle répond directement. Mais oui, belle journée. Alors là, le mensonge, plus tranquille, lui. Hein. Mais viens voir le lac. Il est encore plus beau et plus doux que cette journée. Bah, la vérité, évidemment, tu es obligé d'aller voir le lac. Hein. Elle se rend compte qu'il est beau. Évidemment, elle répond. Bah oui. Quel beau lac. La vérité... non, le mensonge. Le mensonge répond, viens, allons nous baigner. L'eau est encore plus chaude et plus douce que cette journée. Alors, la vérité trempe son pied dans l'eau, se rend compte quand même que c'est... Elle est bonne, quoi. Bon, voilà, le mensonge dit la vérité. Pourquoi pas? Et puis, de toute façon, le mensonge est déjà parti, en fait. Hein. Il s'est déshabillé, et hop, il est dans l'eau, il nage, lui. Alors, elle se dit qu'elle va y aller, quoi. Donc, elle se déshabille aussi. Non, moi, je ne vais pas le faire ici. Parce que... voilà, ça se fait souvent dans les performances. Mais là, il faut vraiment imaginer, quoi. Donc, elle se déshabille et elle plonge. Simplement, alors l'eau est bonne et chaude et douce. Hein. Effectivement. Donc, c'est là hein, que le mensonge, à côté, revient sur la berge à la nage très très vite, hein, enfile les habits de la vérité. Et bah, part avec, tout simplement. Fini. Voilà. Alors, la vérité, évidemment, rentre sur la berge, tranquillement, ne voit plus ses vêtements, comprend hein, ce qui s'est passé en voyant les vêtements du mensonge, encore là. Alors, évidemment, elle ne peut pas se résoudre à mettre les vêtements du mensonge. Donc elle reste là, nue dans la forêt.
elle marche. Et voilà, donc elle arrive dans un village. Bon, j'ai enlevé la forêt. Elle arrive dans un village, dans une ville d'ailleurs, hein, on ne sait pas, c'est pas dit, mais... Et là, bon, elle croise d'autres êtres humains. Et là, tout le monde rigole. Les gens tout simplement, se moquent d'elle parce qu'elle est nue. Hein. Ils rient. Et alors, bon, elle finalement, elle est très très touchée par ça. Et en même temps, elle peut rien faire. Et voilà, elle finit par se cacher au fond d'un puits. Donc bon, il y a une petite morale à cette histoire, évidemment, très simple. Hein. Depuis ce temps, les êtres humains, nous ici, préfèrent accepter le mensonge avec les habits de la vérité plutôt que la vérité nue. Et ça, finalement, on s'en rend bien compte dans la vie de tous les jours. Hein. Parce que, voilà, si on prend un petit exemple, par exemple, au travail, une collègue arrive avec des nouvelles chaussures. Elle dit, comment tu les trouves? Bon, évidemment, vous le trouvez, c'est pas très très beau. Vous répondez pas, moche. Par exemple, pas mal, mais je préférais celle que tu avais hier. Ou même, pire que ça, par exemple, ou mieux, hein, je sais pas, mais en tout cas, quelque chose du genre, waouh, tu les as achetées où? De même qu'après, évidemment, après une performance, par exemple, souvent on va voir l'artiste et on lui dit que c'était bien. Ou alors, bon, j'ai pas tout compris, mais c'est ce que tu voulais, ou des choses comme ça. Donc, évidemment, ça c'est une représentation de la vérité. C'est pas toujours une femme nue comme ça qui sort d'un puits. Jamais. C'est une image. Là, quand je réfléchissais à ça, je me suis dit, dans le monde actuel, là maintenant, si on relie ça un petit peu à la réalité de maintenant, ce serait qui? J'ai pensé, par exemple, ça pourrait être une petite Suédoise avec des nattes qui s'appellerait Greta, ou un truc comme ça, quoi. Et en même temps, je me disais, représentation de la vérité sortant du puits, bon, ça veut dire qu'il y en a d'autres. Hein, parce que moi, j'étais dans mon enquête, je me disais, il me faut des indices, quoi. Hein. Alors, là, j'ai commencé à chercher tous les autres artistes, finalement, qui ont commencé, eux aussi, à représenter la vérité sortant du puits. Et en fait, bon, il y en a beaucoup. Hein, il y a aussi des sculpteurs, toutes sortes. Hein. Moi, je me suis alors concentrée sur les tableaux. C'était déjà beaucoup d'indices qui arrivaient d'un coup à gérer comme ça. Alors, à ce moment-là, bon, j'ai décidé finalement de faire comme on fait dans les vraies enquêtes, quoi, d'utiliser les méthodes, les vraies méthodes des enquêteurs. Donc, j'ai pris tous les indices et je les ai comme ça mis tous sur un mur pour bien voir, pour avoir une vision d'ensemble et essayer d'avancer. Hein, parce que bon, voilà. Alors, c'est ce que j'ai fait derrière vous. Hein, on va commencer un petit peu à étudier tout ça. Donc, j'ai aussi pris ma caméra pour que vous n'ayez pas trop à vous retourner. Hein, et aussi peut-être un peu pour faire comme la dame en bleu, hein, et observer les choses à travers un objet numérique. Alors, j'enregistre, hein, parce que sinon ça va se mettre en pause. Alors voilà. Bon, donc là on est face finalement à différentes vérités qui sortent du puits. Alors les cartels, hein, avec tous les noms et tout, bon, on ne va pas commencer à détailler ça maintenant, ce sera à la sortie. Alors évidemment, moi, la première chose que j'ai voulu faire, mais c'était évidemment une fausse piste,
c'est de savoir un petit peu quelle était la vraie vérité. Hein. Et en même temps, je me suis bien rendu compte que c'était pas possible de savoir ça, et que ce qui était vraiment intéressant, bah, c'était de les regarder plutôt ce qu'elles avaient en commun, plutôt que de les comparer. Sentir un petit peu ce qui les rassemble, ce qui fait que ce sont toutes des vérités qui sortent du puits. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? Est-ce que vous sentez un petit peu un truc qui n'est ni dans l'histoire de la vérité et du mensonge, ni dans la phrase de Démocrite d'ailleurs? Les miroirs. Voilà. Hein? Ben non, mais alors, à ce moment-là, à la vérité, elle sort du puits et qu'est-ce qu'elle fait? Hein? Elle brandit comme ça un miroir aux hommes, quoi. Et ils ont peur. Alors pourquoi la vérité brandit un miroir en sort du puits? C'est un peu la question que je me suis posée directement derrière. Pourquoi un miroir? Alors là, j'ai aussi beaucoup cherché pour la conférence de ce soir. Il m'a semblé que le plus intéressant pour vraiment sentir ça et comprendre bien les choses, c'était de finalement faire une petite expérience. Donc j'ai préparé un petit dispositif pour essayer tout simplement de sentir ça tous ensemble. Alors, donc là je vous ai distribué un petit miroir au début. Alors c'est le moment de le sortir. Vous sortez votre petit miroir, moi je vous filme là. Et tout simplement, vous vous regardez à l'intérieur. Voilà, comme ça. Et l'idée, c'est évidemment de réfléchir à la question des miroirs. Moi, je vais en prendre un ici. Alors, oui, ça fait rire des gens. Alors, on va arrêter. Je vais faire un petit point technique quand même, vite fait, effectivement, sur le vocabulaire. Réfléchir avec des miroirs. Bon, on dirait que c'est un jeu de mots, évidemment. Et pourtant, c'est pas le cas. Hein. C'est tout simplement parce que c'est le même phénomène. Quand on se voit dans un miroir, on est face à notre propre image. Hein, et quand on réfléchit, on est face à notre propre pensée. Donc c'est vraiment le même mécanisme qui est en jeu. C'est pour ça que c'est le même mot. Donc ce n'est pas un jeu de mots. Donc là, voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on va réfléchir en se réfléchissant. Donc on va reprendre ça. Et là, moi, évidemment, je vous filme, donc c'est encore plus fort, quoi. On a une troisième couche. Donc, l'idée, évidemment, c'est de réfléchir à la question des miroirs. Pourquoi la vérité tient-elle un miroir? Donc, allez-y, hein, regardez-vous dans les miroirs, et on va essayer de sentir pourquoi la vérité brandit comme ça un miroir aux humains, quoi. Donc, vous sentez votre visage passe bien dans l'ovale. Alors, qu'est-ce qu'on sent? Qu'on est face à nous-mêmes, hein? On est face à nous-mêmes, tout seul, là, tout seul. On peut pas trop s'échapper. On est cerné. On est un petit peu... on est vulnérable, quoi. On est un peu tout nu dans ce miroir. Donc vous sentez bien ça? Et c'est probablement pour ça que la vérité nous tend un miroir en sortant du puits, puisque, voilà, elle-même, bon, elle était nue, hein, et elle s'est cachée au fond du puits pour cette raison-là. Et quand elle sort, elle brandit le miroir comme ça, et elle dit un truc du genre voyez, vous aussi, vous êtes tout nu. Elle nous met face à notre propre nudité. C'est ça qu'elle fait, sortant du puits. Donc, évidemment, je vais arrêter de filmer, puisque là, c'est un peu comme si je vous filmais tout nu aussi. Et on va faire une petite expérience, qu'on a tous déjà fait, hein, mais là, elle est intéressante. Si je fais réfléchir la caméra, donc je la fais regarder sa propre image, hein, qu'est-ce qu'on constate, finalement?
Bon, une mise en abîme évidemment, mais on constate qu'on retombe finalement au fond du puits et que la caméra, elle aussi, finalement, elle cherche un petit peu la vérité au fond du puits. Alors évidemment, je peux me mettre aussi au fond du puits. Hein. Voilà. Donc là, on est face à... Alors, si on continue l'enquête, c'est quand même... on est face à deux outils, finalement, de la vérité. Hein. La caméra et le miroir. Et bon, voilà, la question suivante que je me suis posée, hein, c'est finalement qui dit le mieux la vérité, hein, la caméra ou le miroir? Alors, bon, quand on observe un petit peu les choses en profondeur et qu'on est vraiment face aux deux, on se rend bien compte que ce n'est pas du tout le même mécanisme. Hein, ce n'est pas du tout la même chose qui se passe, ce n'est pas le même phénomène. D'un côté, bon, on a le miroir qui réfléchit, tout simplement. Donc, évidemment, la lumière qui part de mon visage se tape dans le miroir et revient vers moi. Et donc, c'est pour ça que je me vois. Hein. Et là, on a une caméra. Alors, la lumière arrive de mon visage, elle est entièrement absorbée. Elle rentre même dans l'objectif. Et on sait bien ce qui se passe après. Elle va découper et elle devient encore autre chose, quoi. On est face à, d'un côté, miroir, réflexion, caméra, absorption. Absorption, réflexion, absorption, réflexion. Et ça, c'est intéressant, parce que, si on cherche un petit peu plus loin sur ces questions de réflexion et d'absorption, on se rend compte que, voilà, il y a un nom qui permet de décrire un petit peu tout ça, c'est l'albédo. L'albédo, c'est l'indice qui permet de calculer comme ça la réflexion d'une surface. Alors, bon, très vite, pour pouvoir continuer l'enquête, il y en a peut-être certains qui savent ce que c'est l'albédo, mais tout le monde ne sait pas. Je vais vous expliquer un petit peu. Hein, voilà l'albédo. Donc, j'ai fait des petits schémas. Hein, c'est là. Voilà. Donc, ici, donc on est sur des indices de réflexion. Donc là, on est sur une surface blanche, voire même un miroir, hein, très très réfléchissante. Donc la lumière arrive et on sent bien qu'elle repart. Donc par exemple, la lumière, tchac, tchac. Réflexion. Ici, on est sur une surface noire, hein, une surface très foncée. Et là, la lumière arrive et on se rend compte, là on est au maximum hein, de l'absorption, qu'elle est absorbée entièrement, elle ne se réfléchit pas. Et ça devient de l'énergie, évidemment, hein, et ça chauffe. Voilà. Albédo 1, maximum de réflexion, albédo 0, zéro réflexion, hein, et maximum d'absorption. Voilà, donc, il y a un exemple concret hein, dont on parle beaucoup en ce moment au niveau de l'albédo, qui permet de mieux comprendre, évidemment, c'est la fonte des glaces. Dans le cadre du réchauffement climatique. Là, banquise, hein, blanc, la lumière du soleil arrive et elle repart directement de là où elle vient. Donc la banquise comme ça s'auto-protège tout simplement. Et là, à côté, on a l'eau foncée, l'eau noire, l'eau de mer, hein, qui donc, elle, est très foncée et capte comme ça la lumière du soleil. Donc la lumière arrive et voilà, ça chauffe, quoi. Donc, qu'est-ce qui se passe? La banquise a beau s'autoprotéger, elle est entourée d'eau chaude, hein, d'eau qui chauffe. Donc elle fond. Donc elle devient de l'eau qui chauffe et qui fait fondre la banquise, qui devient de l'eau, qui se met à chauffer et alors qui fait fondre la banquise. Et donc là on est sur un effet boule de neige, un effet comme ça. Et c'est une boule de neige qui court à sa perte. Hein. Suicide de boule de neige.
Et voilà, donc finalement, on se rend bien compte voilà, que la surface de la planète est de moins en moins blanche, donc la lumière se réfléchit de moins en moins. Donc voilà, la planète réfléchit de moins en moins. Puis finalement, la question qu'on pourrait se poser, c'est nous, est-ce qu'on réfléchit assez à ça? Voilà. Donc, peut-être. Coucou Greta. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi, de tout ça? Hein? C'est ça la vérité que tu essaies de faire sortir du puits, non? Regarde, ici, nous, on est pas mal. Hein? On essaie de réfléchir avec des petits miroirs. Je sais pas sur quoi on va tomber, hein, mais si on trouve un truc, on te dit. Voilà. À bientôt. Voilà, donc je me suis permise laver. Bon, j'ai enregistré un petit message pour Greta parce que, évidemment, je me suis bien rendu compte que ça avait à voir tout ça ensemble avec elle et que, bon, ça m'est venu comme ça. J'espère qu'elle comprendra. En plus, c'est en français. Alors, vite fait, avant, donc là, on va reprendre l'enquête, évidemment, mais là, tranquillement, à l'extérieur de la salle. Juste avant, enfin, on va rester dans la salle, hein, mais juste, on va arrêter de faire des expériences dans la salle. Juste avant, vite fait, je voulais vous parler des serviettes qui sont là, hein, parce que donc, les schémas de l'albédo sont imprimés sur des serviettes de plage. C'est un choix que j'ai fait, évidemment. Deux utilisations possibles. Soit vous êtes collectionneur, hein, et alors là, moi, vous les achetez très cher. Moi, je signe. Et bon, vous avez un diptyque que vous pouvez mettre dans le salon, ou bien rangé, hein, dans un coffre, par exemple. Vous pouvez en parler au repas et tout ça, parce que, bon, si vous vous souvenez un petit peu du raisonnement, ça peut quand même être classe, quoi. Autre utilisation, donc, ce moment où, donc, là, finalement, c'est l'utilisation normale. Hein. Vous partez en voyage avec, sur la plage. Vous les étendez, il faut partir à deux. Hein. Et vous vous mettez dessus, comme ça, et vous commencez, évidemment, à bronzer. Et quand vous sentez que ça chauffe bien, là, vous pensez à la banquise qu'ils font. Vous pensez aux boules de neige, tout ça. Ça, c'est l'utilisation normale. Alors, il y a un tout petit dérivé pour les enfants, évidemment, parce que, bon, pour occuper les enfants. Sur la plage, on a donc un petit jeu, donc deux serviettes, hein, pareil. Et le jeu, c'est évidemment, c'est le jeu. C'est moi la banquise qu'ils font, c'est moi l'eau qui se réchauffe, c'est moi la banquise qu'ils font, c'est moi la mer qui se réchauffe, c'est moi la banquise qu'ils font. Alors ça, c'est l'idée. Et donc l'idée, c'est évidemment de changer de serviette le plus vite possible. Et ça occupe bien les enfants. J'arrête. On va reprendre l'enquête, donc. Alors, évidemment, on ne peut pas tout sentir. Alors, il y a des trucs qu'on peut mieux sentir là, en faisant des petites expériences. Évidemment, on ne peut pas tout comprendre comme ça en laboratoire. Il faut aller sur le terrain. Donc, moi, je suis allée sur le terrain. Et je suis allée, finalement, confronter un petit peu les miroirs aux caméras. Donc, vous allez voir ici. Non, ici. Oui, voilà. Donc, je suis allée sur la Grand Place, tout simplement. À côté des gens qui font des selfies.
là qu'il y en a le plus. On sent bien le résultat. C'est pas du tout la même chose. Pas le même vécu. Pas le même albédo, évidemment. Rien à voir, quoi. Alors, bon. Finalement, j'ai quand même assez vite arrêté parce que, d'une part, les gens commençaient à me regarder bizarrement. Hein. Et puis, en fait, moi-même, je me suis assez vite ennuyée. Il faut bien le dire. Donc, j'ai eu envie de continuer quand même l'expérience jusqu'au bout, enfin un peu plus loin, disons. Et alors, je suis partie filmer. Je suis partie filmer à côté, quoi. Hop. Voilà. Je vous montre les images. Là. Donc, j'ai été filmer tout simplement les gens. Là c'est vraiment fabrique un peu industrielle de selfies. Donc, on assiste vraiment à la fabrication des petits mensonges dont je parlais tout à l'heure. Elle, professionnelle, on sent. Hein. Elle sait faire, elle a l'habitude. Lui, bah, c'est un peu chaud, quoi. On sent qu'il n'a pas trop l'habitude. Il est un petit peu aidé, mais c'est bien. Il apprend. Hein. Donc, voilà, on assiste à la fabrication des petits mensonges de tout à l'heure. C'est mignon. Hein. L'idée, évidemment, et les gens le savent bien, c'est que toute la lumière est évidemment captée, hein, absorbée par l'appareil, pour être gardée, et ensuite pouvoir regarder les images, et donc, éventuellement garder les poubelles, jeter les autres à la poubelle, tout ça. Alors, la particularité, c'est évidemment que 10 ans plus tard, ils peuvent revoir cette image, ce qui n'est pas du tout possible avec un miroir. Avec un miroir, on ne choisit pas. Donc on sent, alors lui, très 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 professionnel, vous allez voir. Hop, il se met bien, clac, hop, petit sourire. Il va le faire, le petit sourire. Voilà, hop. Donc les images sont absorbées, hein, évidemment elles sont mises en ligne sur Internet. Alors eux, ils ont bien compris comment emmerder leurs parents. Ils sont très forts. Les images sont mises en ligne sur les réseaux sociaux pour voilà, dire regardez comme c'était bien nos vacances, tout ça. Alors, bon, je vais peut-être arrêter un petit peu les images pour qu'on puisse un peu se concentrer sur la suite. Quand même. Voilà. Parce que en regardant tout ça, en voyant tous ces gens faire ces petits mensonges, évidemment, j'ai repensé à la femme en bleu. Hein. Je me suis dit, bon, j'espère qu'elle ne faisait pas ça, elle aussi. Que c'était pas pour mettre sur Internet et dire délicieuse après-midi au musée d'Orsay, comme ça. Et surtout, finalement, les choses se sont un petit peu carabinées comme ça dans ma tête. J'ai mélangé tout ça. Et ben, évidemment, les gens qui font des photos dans des musées, et toutes ces images qui sont absorbées comme ça, toute cette lumière absorbée, ça m'a conduit à m'interroger finalement sur la question de l'art et du réchauffement climatique, des musées et du réchauffement climatique. Alors, bon, bah, j'ai enquêté là-dessus, enfin, j'ai essayé d'enquêter là-dessus évidemment, puisque j'ai rien trouvé. Personne n'avait jamais parlé de ça, hein. Vraiment rien, rien dans le rapport du GIEC, rien, même sur Wikipédia. Bon, au début c'était pas facile, et après je me suis dit, quand on trouve un truc nouveau, c'est peut-être que c'est une bonne enquête aussi, quoi. Donc il y a des moments, quand on fait une bonne enquête, on tombe sur des nouveaux trucs, il faut s'y confronter, il faut enquêter, il faut avancer. Alors moi j'ai fait appel à une spécialiste, une fille qui sait calculer les bilans carbone, qui sait bien faire des études comme ça, et on a commencé, alors ça a pris du temps, ça a vraiment ralenti l'enquête, mais voilà. On a découvert beaucoup de choses, donc ici moi je vais vous parler juste
d'un exemple qui se trouve au musée d'Orsay. C'est le déjeuner sur l'herbe. Et voilà, donc on a calculé le bilan carbone numérique de ce tableau. Numérique, ça veut dire que c'est uniquement le bilan carbone qui concerne les images produites qui sont trafiquées sur Internet, et pas du tout, par exemple, le chauffage, la climatisation dans le musée, tout ça. Alors, voilà le petit schéma, je vais vous expliquer. Ici, on a la consultation des images en rouge. Ici, stockage des images en bleu. Là, émission de dioxyde de carbone, c'est des kilogrammes de CO2. Et voilà, c'est sur Instagram. Alors, si on rajoute Facebook, parce que c'est à peu près doublé, ça fait beaucoup de CO2 émis pour ce tableau. Alors, on sent un petit décalage, évidemment, avec ce qu'ils sont en train de faire. Eux, ils n'ont pas bougé, je dirais. Ils sont tranquilles, pique-nique. Bon, alors il y a des gens qui m'ont déjà demandé, finalement, est-ce que la femme nue, c'est aussi c'est la vérité ou pas? Non, c'est pas la vérité. C'est deux indices, finalement. Pas de miroir, pas de puits. Bon, c'est peut-être une cousine, c'est peut-être une amie, on ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est qu'eux, ils pique-niquent tranquillou et qu'ils dégagent quand même pas mal de CO2. Alors, on peut bien imaginer ce qui se passe avec la Joconde. Je peux penser directement où la Joconde, ils ne sont pas tout seuls. Je veux dire, il y en a beaucoup qui sont concernés. La Joconde aussi, elle ne bouge pas trop. Beaucoup de CO2. Le cri d'Edouard Munch. Il y a quand même alors beaucoup de gens qui font la file pour se photographier devant le cri comme ça, en position, je dirais. L'avantage, c'est que ce tableau qui était un petit peu mystérieux avant, d'un coup prend un peu plus de sens, quoi, de profondeur, je dirais. Voilà, donc au fur et à mesure qu'on calculait comme ça tous les bilans carbone avec ma spécialiste, moi je commence un petit peu à réfléchir à la suite et surtout à m'inquiéter parce que je me rendais compte que finalement moi aussi j'étais un petit peu concernée par ce problème puisque moi aussi je fais des expositions, même parfois souvent je fais des films directement et ça m'a un petit peu gênée, quoi. J'étais un petit peu stressée avec tout ça. Donc, je me suis demandé comment continuer cette enquête-là. Et finalement, j'ai fini par plutôt essayer de trouver une solution, quoi. Faire une proposition pour essayer d'avancer. Alors, elle vaut ce qu'elle vaut. Je vais vous en parler rapidement. Donc c'est cette caméra, ici. Donc, je vais vous mettre une petite image parce que comme ça vous verrez mieux. Donc l'idée évidemment c'est qu'elle est blanche, donc très bonne albédo. Et voilà, la lumière qui arrive évidemment n'est pas réfléchie. Elle est réfléchie, elle n'est pas absorbée puisque la caméra est en plâtre. Alors j'ai fait un ordinateur aussi, évidemment, blanc, bon albédo, il ne chauffe pas. Donc ça paraît être une piste intéressante, je dirais. Je me suis dit ce soir, là, pour finir, peut-être qu'on pouvait un peu tester tout simplement cette caméra, tous ensemble, là, pour voir. Donc moi je vais vous filmer, et puis l'idée c'est que vous ressortiez vos petits miroirs, qu'on reprenne le dispositif de tantôt. Là, allez-y. Voilà. C'est beau. Alors évidemment, quand je me suis lancée dans cette enquête, je ne pensais pas qu'on en arriverait là. Je ne pensais pas qu'on trouverait tout ça. Avec le réchauffement climatique, l'albédo, la banquise qui fond, les boules de neige,
les petits mensonges, les gros mensonges. Hein. Je ne pensais pas que, voilà, que j'allais finir finalement cette conférence en vous filmant comme ça avec une caméra en plate. Et c'est quand même très très expérimental, quoi. Voilà. Donc, du coup, je voulais vous remercier d'avoir participé à cette expérience. Et puis, d'essayer, bon, peut-être de continuer à réfléchir avec les miroirs, je me disais aussi. Voilà. J'arrête la caméra. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne soirée avec les petits miroirs.